Ces chroniques-là, ça a été une expérience grisante parce que je n'ai pas pensé au départ que c'était un livre. J'avais une idée, je voyais quelque chose dans Tel Aviv, j'écrivais un feuillet et demi, je publiais dans Facebook et les gens le lisaient et commençaient à le commenter. C'est des scènes de la vie quotidienne, c'est des choses que je vois depuis mon balcon, en marchant dans la rue. À la piscine Gordon, les gens viennent pour nager, pas pour batifoler ni pour plonger. D'ailleurs, le plongeoir a été démonté. Il y a bien des Français vautrés autour du petit bassin, à 2 pas de la marchande de glace, mais les vrais habitués vont directement dans le grand bassin, l'Olympique. Là, il y a des vieux, des jeunes, des moches, d'anciens athlètes et des beautés renversantes. Toutes sortes de corps, en fait. Mais le plus merveilleux, c'est les grosses. Parce que dans l'eau, leurs kilos en trop disparaissent comme par enchantement, pour peu qu'elles glissent bien. L'eau de Gordon est bienveillante pour les grosses. L'eau est indulgente, elle pardonne tout ce que l'air libre montre du doigt. Au point que parfois, je mate en coin une nageuse à la peau mate, cambrée et soyeuse, et je m'attends à ce qu'une brune voluptueuse ou une blonde calipige émerge, mais quand elle ressort de l'eau, elle redevient une grosse, elle a perdu toute grâce, et ça, c'est vraiment vache. Marco Koskas, bonjour. Bonjour, j'enlève mes lunettes. Je suis très contente de te recevoir parce que tu as l'art, on va dire, de décrire les choses qu'on voit mais qu'on ne se rend même pas compte qu'on les a vues. Et tu les décris et finalement ça nous saute aux yeux et on se dit mais bon sang, c'est vrai, j'ai vu ça, je me suis pas rendu compte et ça nous donne une autre lecture de ce qu'on traverse. C'est Tel Aviv qui m'inspire, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder les choses comme ça depuis que j'habite Tel Aviv. Certainement qu'avant, beaucoup de choses m'échappaient aussi, mais Tel Aviv, n'importe quel coin de rue m'inspire, quoi. Tout ce que je vois, comme il y a une chronique, par exemple, dans mon livre. Oui, parce qu'on n'a pas encore cité le livre, mais tu es là pour nous présenter Chronique de la Bulle, et tu es là surtout parce qu'on va pouvoir enfin trouver tes livres en librairie. Ah oui, alors ça, c'est pas pour tout de suite, c'est pour la fin mai, ouais. Je pense. On trouvera en tout cas Tel Aviv, les chroniques de la Bulle et Bande de Français. Tu nous dis que c'est Tel Aviv qui t'inspire et nous, ça nous inspire parce que franchement, c'est une ville dont les Français sont amoureux, il faut bien le dire. On ne comprend pas le charme qu'elle exerce sur les gens, non seulement les gens qui y habitent, mais les gens qui la visitent, parce que c'est une ville plutôt moche, il faut bien reconnaître. Mais comme disait le philosophe Barzvi, elle a quelque chose d'autre pour nous attacher, et surtout nous autres qui venons de Paris. Et il dit qu'elle n'a aucun charme, etc. Et moi, je pense que, en fait, Tel Aviv nous empoigne par le mouvement incessant qu'il y a, les événements apparemment invisibles, l'énergie incroyable que ça dégage. Alors, donc, je te racontais que dans une chronique du livre, je raconte que je passe un Shabbat tout seul chez moi sur mon balcon, je regarde comme ça la favela en bas, et je vois une enseigne lumineuse où il y a écrit « Kolnoa Canada ». Donc, c'est un cinéma. Et je me dis, mais comment il peut y avoir un cinéma dans cette favela où il n'y a rien d'autre qu'un ébéniste et un marchand de vélo. Et surtout un vendredi soir, veille de Shabbat. Et finalement, je vais voir et je tombe effectivement sur un cinéma gardé par 2 adolescents. Mais des adolescents, on aurait dit qu'ils sortaient d'un roman de Carson McCullers. C'est-à-dire, la fille, elle était imposante, comme ça, très, très grande, très forte, bien plantée sur ses pieds. Et le mec, c'était un petit tout menu et tout. Et je dis, mais c'est un cinéma. Elle me dit oui. Je dis, mais qu'est-ce qui passe comme film? Et elle me dit, ce soir, c'est Paris, Texas. Et je lui dis donc, c'est un ciné-club, parce que Paris, Texas, c'est un vieux film. Et elle me dit, c'est quoi un ciné-club? Alors je lui dis, c'est un cinéma où on passe des vieux films. Et donc, elle me dit, ah bon, d'accord, pas plus remué que ça, quoi. Et elle me dit, mais va voir. Et je vais voir. Et puis, c'est une salle comme au Quartier Latin. Il y en avait dans les années 70, quoi.
avec 70 fauteuils. C'est ça qui est génial dans votre livre. D'abord parce que c'est des chroniques, c'est très court, c'est des petites histoires. C'est comme c'est un monde à chaque fois. Chaque épisode est à lui-même. On peut le lire, tout seul. On peut le lire dans tous les sens. En plus, on n'est pas obligé de le lire. Ah oui, ça c'est de lire dans l'ordre. Oui, c'est très important. Et alors tout y passe quoi. Ça veut dire on parle d'amour, on parle d'observation, des voisins, on parle des cafés, des ambiances, des quartiers, des plantes. Enfin, vraiment, tout y passe et on a l'impression de mieux connaître la ville. Et en plus, vous donnez des petits plans très sympathiques pour ceux qui viennent d'arriver, ça peut aussi servir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes mis à écrire de cette façon ? Je ne sais pas, parce que j'ai toujours été tenté par la forme courte. Parce que tu as commencé ta carrière, on va dire, de façon beaucoup plus académique. Tu as été publié chez Ramsay, tu as été pensionnaire de la Villa Médicis, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Ouais. Là, c'est une autre forme d'écriture. Tu t'auto-édites en plus ? Je m'auto-édite parce qu'aujourd'hui, c'est devenu impossible d'être un écrivain juif et de soutenir l'État d'Israël en France. C'est pour ça que tu as choisi cette solution ? Oui, on m'a bien fait comprendre qu'on trouvait mes livres très bien, mais qu'on ne pouvait pas les soutenir, puisque en France, on ne peut pas être officiellement supporter de l'État d'Israël. Alors on peut être juif et être pour, je sais pas quoi, la solution à deux États, enfin tous les trucs qui sont admissibles dans la doxa actuelle, mais... Moi, je suis sioniste et en France, le mot sionisme est un gros mot. Donc je referme la parenthèse. Donc c'est pour ça que je m'auto-édite. Et puis, avec le temps qui passe, je suis beaucoup plus pressé quand même. Oui, on a l'impression que tu as voulu raccourcir le chemin entre tes lecteurs et ton œuvre. Voilà. Et c'est pour ça que ces chroniques-là, ça a été une expérience grisante, parce que je n'ai pas pensé au départ que c'était un livre. J'écrivais ces chroniques, j'avais une idée, je voyais quelque chose dans Tel Aviv, j'écrivais un feuillet et demi, je publiais dans Facebook et les gens le lisaient et commençaient à le commenter. Et il y avait tous ces commentaires, ces likes, etc., qui m'ont fait penser peut-être que je touchais quelque chose de vrai, enfin de sensible chez les gens avec ça. Mais c'est un peu des scènes de la vie quotidienne en fait. Oui, c'est des scènes de la vie quotidienne, c'est des choses que je vois... depuis mon balcon, en marchant dans la rue, à n'importe quel coin de rue, à la plage. La nouvelle, le corbeau et le schnitzel, ça va mourir de rire. Ça, c'est des histoires de bande aussi. C'est-à-dire que le corbeau et le schnitzel, on est assis à la plage comme ça, et il y a un corbeau qui mate deux filles qui ont un peu délaissé leur schnitzel et leurs frites, et à peine elles partent se baigner, que le corbeau, il surgit et il s'empare du schnitzel et il se sauve avec. Et nous, pendant ce temps-là, on commence à se disputer sur la manif qu'il y avait eu à l'époque, place Rabin, à propos du Covid. Et donc, c'est une alternance entre le Covid, entre le corbeau qui vient chercher son bout de schnitzel qui repart, et la dispute qui monte en puissance à côté, quoi. Après, quand je repense à ça, quand je repense à cette scène, alors je me dis, ah oui, mais ça, c'est une histoire, en fait. C'est une vraie histoire, c'est une petite histoire, c'est une nouvelle. Comment tu fais quand tu écris ? Par exemple, tu as vécu cet épisode-là, puisqu'on peut le dire, c'est très autobiographique, Chronique de la bulle. Ouais. Tu rentres chez toi, tu écris d'un trait, tu y repenses plus tard, comment tu fais ? En général, c'est comme ça, ouais, je vis les choses, et après, quand j'y repense, je me dis, tiens, il y a une histoire, là. Et en fait, on peut dire ça de tout. Tout ce qu'on vit. Ouais. Tout ce qu'on vit. Et j'ai l'impression, moi, qu'il faut vraiment avoir beaucoup vécu pour se rendre compte que tout ce qui nous est donné à vivre, la moindre minute de vie qu'on nous donne, est pleine d'histoires, quoi. Alors, tu as une très jolie critique ou un petit article, on peut dire ça comme ça, de Patrick Besson dans Le Point. Il parle de toi comme quelqu'un qui n'est pas religieux. Et si tu n'es pas religieux, c'est parce que tu as plusieurs religions. La camaraderie, le sexe, la lecture, l'écriture, le vin et le rire. Plutôt sympa. Je trouve que c'est une très belle définition et je veux bien être polythéiste à ce compte-là. Mais je suis juif, il n'y a pas de... Ça fait plaisir d'être, on va dire, malgré le fait, comme tu dis, que la doxa, tu fais pas. Oui, mais Patrick Besson, c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie.
Parce que dans cette hostilité ambiante, il a toujours affirmé que pour lui, j'étais un écrivain important. Il m'a consacré 7 articles en 30 ans. Et je ne le connais que depuis 3 ans, personnellement. Mhm. Voilà, donc c'est quelqu'un comme ça qui est au-dessus des coteries, au-dessus des trucs, et qui, en plus, n'est même pas favorable à Israël. Il est fasciné, lui, par les soldats. On impressionne, en tout cas, on plaît en fonction des goûts de chacun. Et c'est pour ça qu'il écrit dans cet article, c'est le seul pays où une soldate est obligée de poser son arme avant de faire l'amour. Alors, qu'est-ce que tu attends de la suite? Est-ce qu'il va y avoir un numéro 2? Est-ce que tu as envie d'en faire, parce que ton écriture est très cinématographique toujours, est-ce que tu as envie d'en faire, je sais pas moi, une petite série? Est-ce que tu as des projets de cet ordre? Non, je crois pas. Je vis sans... Non, là, mon projet sur la table, comme j'ai déjà 71 ans, il faut que j'envisage quand même que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie. Et donc, j'ai commencé à écrire mes mémoires. Ok. Mais comme je ne sais pas jusqu'à quand je vais vivre, donc je me dis, je vais faire plusieurs tomes. Et donc je vais ponctuer tout le restant de mes jours par ce livre de mémoires en plusieurs tomes. Alors donc le premier... Donc c'est ça ton projet sur lequel tu travailles? C'est sur lequel je travaille là et que j'espère sortir, je sais pas, l'année prochaine pour le premier tome en tout cas. Alors est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les ventes sont au rendez-vous? Ben oui, parce que il y a eu 2 articles. Donc, il y a eu l'article de Patrick Besson et il y a eu un article dans le journal, je ne sais pas si c'est un journal ou une revue qui s'appelle Causeur, créé par Finkielkraut et Elisabeth Lévy. Et puis, David Shapira aussi en a parlé. Enfin, il m'a interviewé sur Cannes 11 et je sais pas, ça fait que les gens se sont intéressés à ton travail. Les gens achètent le livre. En tout cas, moi, je trouve que c'est une plongée dans Tel Aviv tout à fait originale. On découvre plein de choses. On découvre des quartiers, on découvre des gens, des figures emblématiques. On a même envie d'aller... Tout à fait. On a envie d'aller s'installer dans les cafés que tu fréquentes. Dans ceux que tu n'aimes plus aussi, parce qu'il y en a que tu n'aimes plus. Ah oui, parce qu'il y a une chronique où je raconte comment... J'ai malheureusement quitté le Florentine 10, où j'ai passé vraiment des heures extraordinairement délicieuses pendant les 3 premières années où où je vivais à Florentine. Et puis après, j'ai découvert Barbosa. Et alors, j'ai abandonné lâchement le Florentine 10. Mais je n'en garde pas moins un souvenir ému. Et mon rêve, c'est que les gens le visitent Tel Aviv en le lisant. C'est une très bonne idée. Oui, ça j'adorerais ça. Quoi. On espère en tout cas qu'ils aillent dans les endroits dont je parle. Alors, cela dit, il y a un texte, il y a une chronique où je raconte qu'il faut faire vite parce qu'à Tel Aviv, tout change très vite. Ah ça c'est sûr. Ça reste pas, hein. Et par exemple, les cafés dont je parle dans Bande de Français, mon roman sur Tel Aviv, que j'ai sorti en 2018, la plupart, ils ont disparu. Oui, ça change très vite. Ça aussi, c'est quoi cette façon d'écrire? C'est aussi pour immortaliser des choses c'est pour immortaliser, sauf que, ils ne sont plus de ce monde. Donc, disons que la question, c'est, est-ce que ça sert à quelque chose d'écrire? Oui, puisque ça fait exister des endroits qui n'existent plus, par exemple. Non, c'est pas pour ça que tu écris. Si je réfléchis un peu à pourquoi j'écris, c'est toujours ça a toujours été depuis mon premier roman. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon premier roman? J'ai fait en sorte qu'un monde qui a disparu continue d'exister dans la littérature, en littérature. Les Juifs ont disparu du monde arabe, on est d'accord. Et mon premier roman et beaucoup de mes romans parlent de cette disparition. Moi, je suis issu d'un monde qui a disparu. Exact. Donc, on peut dire que écrire pour moi, c'est permettre à des mondes qui ont disparu, ou à des endroits, ou à des gens, de continuer, les garder avec toi, en vie. Voilà. Bon, en tout cas, une très jolie vision de Tel Aviv, celle de Marco Koskas. Moi, j'étais ravie de t'avoir aujourd'hui. Je te souhaite Betzlacha avec ce petit bouquin. Puis on attend les autres avec plaisir. À très bientôt, Marco. Merci.